Oui, c'est l'inversion du terme stigmatisant. Exactement, voilà. Il n'y a pas ça là-dedans un petit peu? Je crois qu'Antric Simon, un sociologue français, qui dit qu'on cherche à récupérer le terme stigmatisant pour en faire une identité porteuse de légitimité. Donc, la société me désigne dans une position de victime périphérique, je récupère ce terme et j'en fais un acte d'accusation contre la société qui m'a justement réduit à cette situation de subordination. Je crois que nous sommes ici moins devant une réalité sociologique que devant un discours idéologique. Quelle différence devant les deux? C'est-à-dire que quelquefois, cette conscience de la domination ne préexiste pas l'apparition de ce langage de victimisation. C'est-à-dire, il y a aujourd'hui une tentative de persuader l'ensemble des groupes sociaux qui sont à l'extérieur de la périphérie, je dirais du périmètre majoritaire, qu'ils sont dominés, qu'ils sont victimes d'une situation odieuse, qu'ils sont inscrits dans des rapports hiérarchiques de subordination dont ils paient le prix. Et autrement dit, on a tendance aujourd'hui à présenter toute forme de disparité identitaire comme le signe d'une hiérarchisation identitaire illégitime. Et plus encore, je crois qu'on hérite d'un vocabulaire, racisme, xénophobie, discrimination, qui est un vocabulaire beaucoup trop chargé idéologiquement et beaucoup trop faible scientifiquement pour nommer la complexité des situations identitaires. Vous pensez pas que tout ça est hérité de l'histoire? Si je vous comprends bien, Mathieu Bocoté, tout ça arrive sui generis, comme ça, comme un cheveu sur la soupe à partir des années 60. Ben, je crois qu'il y a quand même quelque chose. Il y a l'histoire derrière. Oui, mais l'histoire nous apparaît apparaît à la conscience à partir d'un appareil idéologique, conceptuel, un appareil un complexe d'idées. Oui. Or, le logiciel victimaire devient très fort dans les années fin 60, début 70, c'est-à-dire cette réalité historique que vous désignez. Personne ne pense à nier le colonialisme, personne ne pense à nier la tragédie du colonialisme, personne ne dira que l'histoire de la colonisation est finalement une histoire heureuse, ou tout le moins une histoire qui n'avait que des bons côtés. Plus personne ne dit ça aujourd'hui. Mais la traduction de ces griefs historiques, de ces malheurs historiques dans le langage de la victimisation identitaire et surtout appliquée à des sociétés comme les nôtres qui par ailleurs n'ont jamais été dans des situations coloniales, mais là c'est à ce moment-là que ça se gâte. C'est-à-dire le Québec n'est pas une nation conquérante, une nation dominante. Elle est perçue comme telle. Oui, mais là c'est une étrange situation. C'est-à-dire je peux concevoir que la France en Algérie était vue comme une nation d'occupation, en situation d'occupation, en situation de domination, une situation coloniale, et effectivement qu'on se révoltait contre elle. C'est la chose qui va de soi. L'anticolonialisme dans le tiers-monde, ça allait de soi. Mais celui qui arrive, le nouvel arrivant qui arrive ici, il y a quand même une part de choix là-dedans. C'est-à-dire, il décide de rejoindre une société qui lui préexistait et qui lui survivra. Il fait le choix de rejoindre une société. Il arrive ici, et je parle pas de tous les immigrants ici, loin de là, mais je parle de ceux qui décident d'utiliser le langage du multiculturalisme, qui est par ailleurs rendu disponible par la société d'accueil. N'oublions jamais que la société d'accueil rend disponible ce langage-là. Le nouvel arrivant qui arrive ici et qui dit « je me retrouve dans une situation de domination coloniale comme celle d'hier », il faut rappeler que lorsqu'on rejoint consciemment, délibérément un pays, on ne rejoint pas qu'une page blanche, qu'un territoire administratif neutre avec des droits sociaux et économiques. On rejoint un pays qui a une épaisseur culturelle et à laquelle on doit se fondre. Le problème, c'est qu'on rejoint deux pays ici, Mathieu. Ah, ça c'est très important. C'est-à-dire, cette question identitaire qui est si fondamentale en Occident, je crois que c'est la question qui ouvre le siècle qui est le nôtre. Ce n'est pas la seule. La crise du système financier, la crise des démocraties, c'est très important. Mais la crise identitaire touche quelque chose de très profond en Occident. Partout, une certaine clarté. Nous savons quel est le lieu d'accueil. Au Québec, le nouvel arrivant arrive ici, l'immigrant arrive ici, il est devant deux légitimités contradictoires. Celle qui vient d'Ottawa, celle qui vient de Québec. Et c'est à ce moment que cette question nationale, qu'on nous dit aujourd'hui déphasée, disqualifiée, qui n'est pas une vraie affaire, comme on nous dit un peu trop souvent, elle est si fondamentale. Parce que ces revendications identitaires s'inscrivent dans un contexte et il faut savoir qui est ce nous qui accueille. De ce point de vue, je suis de ceux qui croient que le nous en question, c'est le nous de la majorité historique franco-québécoise et que c'est elle qui dit bienvenue, mais c'est elle aussi qui dicte les règles culturelles et identitaires du pays du Québec. Mathieu Bocoté, je veux approfondir une notion que vous avez utilisée en début de chronique.
la charge d'opprobre qui est attachée à racisme, xénophobie, antisémitisme, homophobie, islamophobie, tout ça. Il y a deux mots qui me viennent en tête. C'est un mot anglais entitlement, qui n'a aucune traduction française malheureusement, et le mot anathème, parce que les deux vont ensemble en fait. C'est que entitlement, c'est quelqu'un qui is entitled, he or she, il ou elle a des titres particuliers, a un droit inaliénable, naturel, presque de droit divin de toute éternité, d'être victime, comme vous disiez. Donc, le fait de victime permet de condamner moralement tout ce qui s'oppose à lui ou à elle et à lancer un anathème. Et l'anathème, c'est un terme religieux. On est dans une sphère incantatoire. Donc, quand Kamal Lutfi a traité les souverainistes de racistes, on est entré dans la sphère incantatoire davantage. Ah oui, il y a une sacralisation aujourd'hui du langage des droits. J'utilise ce terme, sacralisation. Qui fait en sorte, par ailleurs, que la position morale privilégiée aujourd'hui, c'est celle de victime. C'est-à-dire, vous souhaitez mettre la société en accusation, posez-vous comme victime. Et posez-vous comme victime de discrimination. Et définissez le rapport social qui vous subordonne comme une phobie. Ce qui fait qu'on va, évidemment, parler de xénophobie, d'homophobie, tout ça, mais quelquefois, ça va très loin. Et je lisais une fois le terme suivant, nous vivons dans une société obésophobe. Obésophobe. Oui, ça, c'est-à-dire qu'on a institué la norme de la... C'est pas les gens. C'est obésophobe. Hein? Obésophobe. Non. Compris. Non, ne mélangez pas. C'est-à-dire, en gros, on n'aime pas les gros. Et, alors, c'est une société qui constituerait le principe de la minceur comme norme et qui, à partir de là, serait une machine à discriminer les obèses. Et là, donc, c'est une formule, comment ça s'appelle? Philippe Meuret, le grand écrivain français, avait une formule, il parlait de la cage aux phobes. C'est-à-dire, il nous dit, dans nos sociétés, on dépiste les phobies. D'ailleurs, vous remarquerez qu'on analyse nos sociétés toujours comme une espèce de corps vivant malade. Et on part avec une machine à dépister les phobies. Donc, en Europe, par exemple, ceux qui s'opposent à la construction européenne ne sont plus présentés comme des défenseurs de l'Europe des nations ou des souverainistes, selon le terme que les Européens ont importé. Ce sont désormais des europhobes. Le mot europhobie. L'europhobie nous déporte d'un coup du politique vers le psychiatrique. C'est-à-dire, la phobie, c'est une peur sans fondement rationnel. Vous dites phobie, moi je dis morale, mais c'est la teneur incantatoire est presque la même. Oui. C'est que vous remarquerez, c'est que certains, dans les défenseurs de l'idéologie du progrès, le progressisme, sont persuadés d'avoir une vérité révélée. La vérité révélée aujourd'hui, autant au temps du marxisme, c'était la société sans classe, aujourd'hui c'est la société de la reconnaissance de tous dans la matrice diversitaire. Ils ont une vérité révélée. Eh bien, si vous avez une vérité révélée, l'autre n'est pas un interlocuteur. C'est quelqu'un qui est dans l'erreur, un hérétique. Mais il y a une chose dont on parle moins, c'est que quand on propulse par l'anathème, l'entitlement ou la victimisation, celui qui n'a pas le privilège de porter ses stigmates, on le propulse dans une sphère de non-sens qui est en même temps une sphère de protection, une sphère de non-sens, de délinquance, mais cette personne-là condamnée se voit attribuer un pays en un sens, un pays condamné, mais dans lequel il ou elle peut prospérer et en groupe et devenir ensuite beaucoup plus fort. Oui, je vois ce que vous voulez dire. C'est-à-dire, je crois qu'il y a dans cette logique des effets pervers, pourrait-on dire, ou des effets assez dangereux au terme de tout cela. C'est-à-dire, lorsque la société se définit exclusivement en termes de rapports de force. Et les rapports de force qui se pensent comme des rapports de domination. Les deux ne sont pas les mêmes. Mais si une société ne se définit qu'en termes de rapports de force qui ne sont que rapports de domination, qui ne sont que rapports hiérarchiques, la politique ne devient plus le lieu de la recherche d'un bien commun transcendant les appartenances claniques, ça devient plutôt le lieu où les clans entrent en guerre les uns contre les autres. Un lieu finalement où il y a une tribalisation de la politique, où chacun est ramené à son clan, chacun est ramené à son petit clan, et à partir de là, revendique des droits sacrés pour son groupe. Et tôt ou tard, à la faveur des circonstances ou du travail ou de l'excellence de chaque clan, je veux dire, un clan peut dominer les autres. Alors, si un clan est dans le clan de l'opprobre, il peut devenir plus fort que les autres. Oui, mais justement, mais ça c'est la singularité quelquefois, c'est-à-dire on le voit dans des situations, dans des banlieues françaises. On sait que c'est une situation d'une complexité inouïe, d'une complexité absolue. Mais ce qu'on voit, c'est que dans certains quartiers, par exemple, qui sont
plus jeunes, comment dire, qui sont marqués par les jeunes de banlieue, qui sont souvent d'immigration de première, deuxième, troisième génération, eh bien, on voit le rapport d'autorité s'est renversé. Quelquefois, ces quartiers ne tolèrent plus la présence de la République, ne tolèrent plus la présence des forces de la loi, par exemple, ne tolèrent plus les lois de la République, et instaurent une forme, quelquefois, de semi-charia, plus ou moins instituée dans le quartier, ou quelquefois, c'est la loi des caïds, simplement. Et posons ça même plus largement, même plus largement du point de vue des membres de ces communautés. Souvent, l'individu qui est assigné de manière automatique à un groupe minoritaire, en fait, on le désigne comme prisonnier de ce groupe. Il n'a plus le droit de s'en affranchir ou de s'en émanciper pour parler en son nom propre. Ce qu'on lui dit, c'est que tu es désormais le représentant de ce groupe. Et on le soumet quelquefois à la loi d'un clan auquel il ne veut pas nécessairement appartenir. C'est arrivé aussi beaucoup avec beaucoup de juifs, notamment Hannah Arendt, qui a été traitée de self-hating Jew. Oui, de juive qui se détestait elle-même parce qu'elle était critique face à certaines idéologies. Mais autrement dit, il n'est plus possible dans cette logique néoclanique, pour parler comme Michel Maffesoli, le sociologue français. Dans cette logique, l'individu est anéanti. Il ne peut plus parler en son nom propre. Et ça nous ramène à cette idée paradoxale que cette société qui voulait valoriser les identités minoritaires pour justement contenir l'arrogance du dominant, de l'historiquement dominant, eh bien, elle crée des situations de hiérarchie, de domination, quelquefois beaucoup plus étouffantes dans ces petites communautés. Et ça nous ramène de ce point de vue aux vertus du libéralisme, au sens très général. Il y a la valorisation de l'individu fait partie du patrimoine politique occidental, patrimoine philosophique occidental même. Et il me semble que dans nos sociétés, s'il ne vient à l'idée de personne de nier l'identité du groupe d'origine, notre société n'est pas une machine à homogénéiser tout. Donc, il y a une culture de référence, il y a une culture nationale qui s'accommode ensuite de mille et une manières du fait qu'elle n'est pas homogène partout sur son territoire. Il n'en demeure pas moins que nous devons conserver des institutions et un discours philosophique et un discours moral et je dirais même des rapports sociaux qui permettent à l'individu de s'émanciper de tout groupe qui voudrait le conscrire malgré lui. Mathieu Bock-Côté, tout ça à partir des déclarations de Kamal Lutfi sur Twitter, c'est pas mal. Et il nous reste une minute et quelques. Les élections du Québec aux Québécoises le 4 septembre. Vous avez quelque chose à dire à chaud? Oui, très certainement. C'est-à-dire, ça fait 24 heures que la campagne est commencée et déjà nous voyons que ce sera une des campagnes les plus dures de l'histoire du Québec moderne parce que jusqu'à présent, nous avions deux grands partis qui s'affrontaient pour la conquête du centre. C'est-à-dire, on cherchait toujours à les conquérir le plus modéré du camp d'en face. C'était souverainiste contre fédéralisme. On parlait au souverainisme ou au souverainisme peureux ou au fédéralisme. Aujourd'hui, nous avons trois clans qui chacun ont pour première fonction de consolider leur base. Donc, ils doivent tenir un discours beaucoup plus radical que ce à quoi on en avait l'habitude. Ils doivent diaboliser le camp d'en face, bien davantage qu'autrefois, justement, pour devenir l'espèce de chef de bande dominant dans la bataille électorale. Nous découvrons aujourd'hui, je crois, une nouvelle polarisation. Ça va être la campagne des coups fourrés, des coups de gueule. Ça va être aussi la campagne des stratèges qui seront prêts à tenir des discours très radicaux dans l'espoir d'attraper 1, 2, 3 points de pourcentage de plus, parce qu'avec la division du vote en ce moment, quelques points de plus, ça peut être plusieurs sièges de plus. Autrement dit, le Québec, au terme de cette campagne, risque d'être beaucoup plus divisé qu'il ne l'était au début. Mathieu Bock-Côté, merci beaucoup pour ces propos pas très réjouissants, mais quand même fort intéressants. Et merci pour cette année écoulée avec nous, parce que nous tombons tous les deux en vacances bientôt. Mais c'était passionnant. Et merci infiniment. Et je vous retrouve donc le 6 septembre prochain. Vous pouvez compter sur moi. Magnifique. Voilà, alors...